C'est le deuxième volet de la période d'observation. J'espère que vous avez vu le premier volet, la vidéo précédente. Sinon, il faut la regarder avant que nous puissions aborder cette thématique-là. Alors, en effet, la période d'observation, vous vous souvenez, en principe, nous avions expliqué que cette période-là était celle qui s'ouvrait après un jugement d'ouverture prononçant une procédure collective judiciaire, que ça soit une sauvegarde ou un redressement. Et nous voici dans la période d'observation. Nous avions expliqué quelques principes, entre autres le maintien de l'activité et la continuation des contrats en cours comme principe absolu. Alors, nous allons voir les autres éléments de cette période d'observation. En bref, vous le savez, on fait toujours une petite présentation de ce qu'on va voir dans cette vidéo et comme ça, vous retenez les éléments essentiels. Alors, la période d'observation s'accompagne d'une poursuite d'activité, ça vous l'avez compris. C'est pour ça que les contrats continuent par principe. Alors, durant cette période, on va faire un bilan, on va analyser ce qui se passe, vous souvenez-vous. Pour cela, évidemment, on va essayer de geler le passif. Le gel du passif, ça veut dire qu'on va faire en sorte que tout ce que vous aviez accumulé et qui a fait qu'on a demandé l'ouverture d'une procédure collective judiciaire, que tous ces éléments-là soient gelés. On ne pourra pas vous poursuivre. Il y a une suspension des poursuites pour ces créances qui, en fait, existent déjà. Toutes les créances antérieures ne peuvent pas être payées. C'est une interdiction. Par ailleurs, les seules créances qui vont pouvoir être payées, ce sont les créances postérieures au jugement d'ouverture. Ça veut dire celles qui vont naître pendant la période d'observation, après le jugement d'ouverture de la procédure collective, à condition qu'elles soient utile à la procédure et qu'elle soit née régulièrement, ça veut dire avec tous les pouvoirs pour naître. Ce ne sont que celles-ci qui seront payées. Toutes les autres créances vont devoir être déclarées auprès de la procédure collective. Tous les créanciers vont se manifester. C'est normal, hein, puisqu'ils ne peuvent pas être payés, ils ne vont pouvoir que déclarer leurs créances, tout simplement. Alors, toute cette période d'observation, vous l'avez compris, est une période durant laquelle on va faire un bilan, durant laquelle on va essayer de voir en fait comment fonctionne l'entreprise. Vous comprenez pourquoi on gèle le passif, qu'on interdit le paiement des créances antérieures? C'est très très simple. C'est parce qu'en fait, on veut voir comment fonctionne l'entreprise une fois qu'on la débarrasse de ses dettes. Est-ce qu'elle pourra continuer à fonctionner? On veut faire un bilan, on va voir quel est l'actif du débiteur, quelles sont ses dettes. Ok, bon, on va les lister, mais on va pas les payer pour l'instant. On va voir comment ça fonctionne quand il n'y a pas de dette. Est-ce que c'est viable? Donc, on va observer tout ça. Pourquoi? Parce que dans l'idéal, on voudrait aboutir à un plan de sauvegarde ou un plan de redressement pour que les choses s'améliorent. Alors, une fois qu'on a vu cette présentation, voyons l'interdiction des poursuites telle qu'elle et ce premier principe posé à l'article 622-21 du Code de commerce. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas privilégiée en vue d'obtenir le paiement d'une somme d'argent. Alors, ou de demander la résolution du contrat. Évidemment, tous les créanciers antérieurs ne pourront pas demander le paiement d'une somme d'argent. Il y a une interdiction des poursuites, c'est très simple, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus vous poursuivre en justice, ils ne peuvent plus vous demander un paiement, ils ne peuvent plus demander la résolution d'un contrat. Interdiction des poursuites. Vous comprenez que d'une certaine manière, la période d'observation est une forme de havre de paix pour le débiteur qui se retrouve en procédure collective judiciaire. Bon, il y est, on va lui donner une sorte de petit havre de paix pendant la période d'observation, havre de paix durant lequel il va pouvoir échapper aux créanciers antérieurs, momentanément, en tout cas pendant toute cette période d'observation, il va pouvoir échapper aux créanciers antérieurs. Personne ne va le poursuivre pour lui demander l'exécution d'une somme d'argent. Il va pouvoir respirer un peu le temps qu'un bilan soit fait et qu'on analyse les éléments. Attention, il pourrait y avoir des subtilités. On ne peut pas agir et poursuivre en justice pour demander la résolution judiciaire d'un contrat. En revanche, une résolution contractuelle qui aurait déjà été acquise et dont on ne demanderait que la constatation est possible. Vous comprenez l'idée. L'idée est que, par exemple, dans votre contrat, il y ait une clause résolutoire, que celle-ci est déjà jouée, c'est-à-dire toutes les conditions de la clause résolutoire étaient remplies, vous agissez en justice après le jugement d'ouverture, mais pour faire constater que, avant le jugement d'ouverture, toutes les conditions de la clause résolutoire étaient remplies et donc que le contrat était déjà résolu. Là, c'est possible.
Alors, quelles sont les créances qui sont absolument interdites à un paiement? On a dit, ce sont toutes les créances antérieures et les créances assimilées. Alors, il ne peut pas payer, le débiteur ne peut pas. C'est une interdiction, c'est pas il n'a pas à payer, il ne peut pas. Il ne peut pas payer une créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture? C'est assez simple. A priori, c'est assez simple. Après, évidemment, il y aura quelques distinctions. C'est assez simple parce que une créance née antérieurement, c'est une créance qui est née avant le jugement d'ouverture. Alors, c'est la première chose que vous devez regarder. C'est pour ça que dans une vidéo précédente, on avait vu qu'est-ce qu'était l'état de cessation des paiements, qu'est-ce qu'était le jugement d'ouverture. Eh bien, on regarde. Si jamais le fait générateur de la créance a eu lieu avant le jugement d'ouverture, c'est que votre créance est une créance antérieure. Alors, il y aura d'autres petites subtilités, il va y avoir quelques petites problématiques, mais globalement, dans cette vidéo de présentation, pour que vous compreniez, un créancier antérieur, c'est un créancier qui détient une créance dont le fait générateur est né avant le jugement d'ouverture. Alors, par exception, il va y avoir une possibilité de payer les créances qui, par compensation connexe. Alors, qu'est-ce que la compensation de dette connexe? Effectivement, l'article L622-7.1 du Code de commerce prévoit une exception spécifique pour les dettes qui se compenseraient parce qu'elles sont connexes. Donc, la compensation de dette connexe est un paiement, et pourtant est un paiement qui est possible en cas de jugement d'ouverture. Autre exception, l'article L622-7 grand 2 prévoit que le juge commissaire peut ponctuellement autoriser certains paiements. Alors, je vous invite à vous reporter aux différents cas, il y en a plusieurs. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que il y a une interdiction générale de paiement des créances antérieures. Une créance antérieure, c'est globalement une créance qui est née antérieurement au jugement d'ouverture. On ne paye pas ces créanciers. Il y a des exceptions légales, systématiques, par exemple la compensation pour dette connexe, et il peut y avoir des exceptions ponctuelles, ça veut dire des autorisations de juge commissaire, alors qu'en prévu par la loi, mais c'est pas des fois où il est obligé de le faire, c'est le juge commissaire qui peut décider ponctuellement d'accorder ces exceptions. Alors attention, on dit qu'il y a une interdiction de paiement des créances antérieures. Néanmoins, il n'y a pas qu'elles qui sont interdites de paiement. Les créances antérieures sont interdites de paiement, mais également les créances postérieures qui ne rempliraient pas les conditions des créances postérieures qui, elles, vont être payées. Effectivement, une créance postérieure qui ne serait pas utile à la procédure ou qui ne serait pas née régulièrement, elle ne peut pas bénéficier du privilège de paiement après le jugement d'ouverture. Tout ce qui est créance antérieure sera systématiquement exclu d'un paiement et pour les créances postérieures, il vous suffira pas de dire, ah tiens, la créance est née après le jugement d'ouverture. Il faudra encore vérifier qu'elle remplit les conditions de la condition privilégiée. Ça veut dire qu'il faudra vérifier qu'elle n'est pas utile, qu'elle n'est pas régulière, et dans ce cas-là, vous pourrez aussi la disqualifier et dire qu'elle ne peut pas être payée après le jugement d'ouverture. Elle ne sera pas payée pendant la période d'observation, elle sera payée par la suite si elle peut l'être. Alors, le jugement d'ouverture, autre chose assez intéressante, c'est pour ça que je vous parlais un peu de havre de paix pour le débiteur, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels des créances antérieures, c'est l'article L622-28 qui le prévoit, du Code de commerce, évidemment. Alors, certaines créances, en revanche, vont être payées. C'est notre troisième partie, les créances postérieures privilégiées, elles bénéficient d'un paiement. Alors, pourquoi? Avant d'expliquer dans le détail, ces créances postérieures privilégiées, en fait, sont des créances qui vont naître après le jugement d'ouverture. Et ce sont des créances qui vont naître parce qu'on considère qu'elles sont nécessaires à la poursuite de l'activité. Et ce qu'on va offrir, en fait, au créancier, c'est le fait que lui sera payé parce qu'il donne quelque chose d'utile après le jugement d'ouverture. Et puis aussi parce qu'on se dit que si on n'arrive pas à les payer celles-ci, on n'arrivera jamais à rien payer. Il faut quand même qu'on arrive à payer quelque chose. Alors, certaines créances sont payées pendant la période d'observation, comme je vous le disais. Ce sont celles qui sont nées postérieurement au jugement d'ouverture. Là aussi, il y aura un critère de qualification. Il faudra être sûr de voir si la créance est née après le jugement d'ouverture ou
avant. Vous avez compris, là aussi ça sera la même chose, quel est le fait générateur. Dans un contrat, il ne suffit pas toujours de voir la date de conclusion du contrat, hein. Parfois, vous comprenez, il y aura une prestation. Quelle est la prestation qui donne naissance à la créance? Donc, il faudra vérifier tout cela. Ensuite, il faudra vérifier qu'elle est née conformément au pouvoir du débiteur ou de l'administrateur, c'est-à-dire qui a fait naître cette créance après le jugement d'ouverture. Si la personne en avait les pouvoirs, cette créance est née régulièrement. Autre chose, il faudra vérifier si cette créance est utile à la procédure collective en cours. Ce n'est que pour cela qu'elle est payée. Donc, il faut qu'elle soit née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, sinon elle n'est pas utile. Enfin, il y a une dernière condition qui est issue de la jurisprudence d'un arrêt de la Chambre commerciale du 3 mai 2011 et depuis qui a été confirmée. Votre créance postérieure, même si elle est utile, même si elle est régulière, ne doit pas avoir été déclarée au passif. Et oui, vous vous souvenez, j'ai dit tout à l'heure, mais je vais le revoir dans un instant, que les créances antérieures, les créanciers antérieurs, vous vous souvenez, ceux qui ne peuvent pas être payés, n'ont qu'une chose à faire, c'est déclarer leur créance. On va voir ce qu'est la déclaration de créance dans un instant. Mais imaginez-vous, vous ne saviez pas trop si votre créance était une créance postérieure utile ou si elle était antérieure. Que faites-vous? Vous dites dans le doute, je vais la déclarer au passif et puis je vais en plus demander son paiement. Et non, la jurisprudence dans cet arrêt très important de la Chambre commerciale du 3 mai 2011 a décidé que quand bien même votre créance aurait été postérieure, utile et régulière, à partir du moment où vous l'aviez déclarée au passif et qu'elle avait été admise, elle est disqualifiée, elle ne pourra plus être payée, elle ne pourra plus être considérée comme une créance postérieure, utile et régulière, elle sera dans les créances déclarées, donc dans les créances qui ne seront pas payées. C'est assez sévère quand même pour le créancier, qui doit être sûr de son coût avant de déclarer la créance. C'est assez sévère, surtout qu'un juge commissaire, en principe, a admis la créance et a décidé que oui, elle était admise, mais c'est ainsi. Attention, ça veut dire, cher créancier, vous devez faire attention. Votre créance, si vous voulez qu'elle soit payée pendant la période d'observation, il faut qu'elle soit postérieure, utile, régulière et ne la déclarez pas au passif. Toutes ces créances, une fois que vous remplissez toutes ces conditions et que vous êtes parmi les élus, toutes ces créances sont payées à l'échéance. Il y a un privilège général pour les créanciers postérieurs, qui est institué par l'article 622-17, sauf certaines exceptions. Voilà, donc quelques exceptions, quelques créances sont payées par exception, les créances postérieures privilégiées, d'autres créances sont parfois payées par exception. Alors, je vous ai évoqué quelques fois la déclaration de créance. Qu'est-ce que la déclaration de créance? C'est pour toutes ces créances donc qui ne vont pas être payées, toutes ces créances antérieures et les assimilées. Le débiteur, en fait, commence, le débiteur qui est en procédure collective, qui est là, en jugement d'ouverture, hop, il est dans sa procédure collective judiciaire, il communique la liste de ses créanciers à l'administrateur. Par la suite, les créanciers antérieurs ou postérieurs non privilégiés vont devoir déclarer leur créance au passif du débiteur auprès du mandataire judiciaire. C'est l'article 622-24. Alors, ils ont un certain délai durant lequel ils peuvent déclarer ces créances. Ils ont 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture pour déclarer. Alors, il y a quelques exceptions qui échappent à la déclaration, certaines créances alimentaires, certaines créances salariales. Tous les autres doivent déclarer leurs créances. Alors, c'est une déclaration de créance très importante. Est-ce que vous avez compris concrètement en quoi ça consistait? C'est simple. En fait, la déclaration de créance, c'est pour tous les créanciers qui ne vont pas être payés. On a dit, il y a quelques instants, que pendant la période d'observation, il y avait à la fois un gel du passif et une interdiction des poursuites. Donc, vous êtes un créancier avec votre créance dans la poche. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas rester avec. Vous allez vous manifester. Vous allez la déclarer, donc, à l'administrateur. Et c'est très important parce que cette liste, au mandataire judiciaire, et cette liste va servir à faire un peu la liste de tous les créanciers du débiteur pour essayer de voir comment on les payera et pour essayer d'élaborer le plan soit de redressement, soit de sauvegarde. Donc, il est extrêmement important que vous manifestiez, il est extrêmement important que vous disiez, c'est une façon de dire, en fait, ok, je ne peux pas être payé pour l'instant, mais sachez que j'ai une créance, la voici, je vous la chiffre, j'aimerais bien être payé un jour. Donc, il faut vous manifester. Cette déclaration de créance, d'ailleurs, est assimilée à une demande en justice, initialement par la doctrine, depuis un peu par la loi. Alors, c'est assez étrange parce que cette déclaration de créance peut être faite par le créancier, jusque-là tout va bien, ou par tout préposé au mandataire de son choix.
Elle peut même être faite par le débiteur et puis par la suite, le créancier ratifierait la déclaration qui a été faite en son nom jusqu'à ce que le juge commissaire statue sur l'admission de la créance. Pourquoi je disais c'est un peu étrange? Parce que si c'était vraiment une demande en justice, vous voyez qu'en principe, seul le créancier pourrait déclarer sa créance puisqu'il faudrait avoir les pouvoirs ou alors son représentant. Et pourtant, là, on voit que d'autres personnes pourraient déclarer à sa place. Il suffit tout simplement qu'il ratifie par la suite. Donc, ça ressemblerait plus à un acte conservatoire. Et pourtant, là, la loi assimile ça à une demande en justice. Désormais, elle l'assimile depuis peu. Le défaut de déclaration de votre créance sera lourd de conséquences. Effectivement, il donnera lieu à une forclusion. Vous serez forclos. Ça veut dire que vous ne pourrez plus opposer votre créance au débiteur et à la procédure collective. Vous n'aurez plus le droit de la déclarer. Attention, ça va être lourd de conséquences, ça veut dire que, voilà, il y aura une inopposabilité au débiteur, ça veut dire que vous n'allez pas faire partie des gens qui vont être pris en compte, notamment dans un éventuel plan de redressement ou plan de sauvegarde. Alors, il existe quelques relevés de forclusion, ça veut dire que dans certaines conditions, vous pourrez démontrer que ce n'est pas de votre fait si jamais vous n'avez pas pu déclarer votre créance. Parfois, certains créanciers pourront obtenir un relevé de forclusion, ça veut dire faire en sorte de ne plus être forclos pour pouvoir encore in extremis déclarer leur créance. Voilà pour cette deuxième partie de la période d'observation. J'espère que vous avez un peu mieux compris ce qu'était la période d'observation. En somme, pour résumer quasiment les deux vidéos, vous avez compris qu'après un jugement d'ouverture d'une procédure collective judiciaire qui prononcerait l'ouverture d'un redressement ou d'une sauvegarde, ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est qu'il y a une période d'observation. Cette période d'observation, c'est une période de bilan en fait. C'est la période durant laquelle on va analyser les choses, on va chiffrer, on va compter quels sont les biens, on va faire un inventaire, qu'est-ce que vous avez combien, on va voir quels sont vos créanciers, hop, du coup on va leur dire attendez, interdiction des poursuites et pas de paiement des créances antérieures, on va juste les lister pour savoir quelle est un peu l'étendue des dégâts et on va essayer de voir comment on peut les payer. En revanche, on va maintenir l'activité, sinon ça ne sert à rien de faire de plan de redressement et de plan de sauvegarde si on arrête l'activité. Donc pour la maintenir, on a besoin de continuer tous les contrats en cours, par principe. Après c'est à nous de voir si on en arrête certains, mais on va tous les continuer par principe et puis du coup on paiera toutes les créances postérieures utile et régulière. Pourquoi? Parce il y aura un semblant d'activité normale pour tout ce qui continue à naître après le jugement d'ouverture. On va dire que tout ça continue à être payé régulièrement pour pas aggraver le passif. Voilà pour la période d'observation.